Let's roll. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Bonjour mon cher Guillaume. Oh là 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 là, il est en feu à chaque fois. Alors on va revenir sur... Non, on va pas revenir sur ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on en a déjà parlé. Kamaru Usman, champion welterweight qui a défendu sa ceinture pour la 3e fois de sa carrière. 13 victoires consécutives chez les welterweight, record de Georges Saint-Pierre battu. Et maintenant on va se poser une question. Qui peut battre Kamaru Usman? Parce que là il a nettoyé la catégorie, il a battu tous les membres du top 5 sauf Stephen Wonderboy Thompson. Et donc qui pourrait le mettre dans le dur? Je crois que tous les membres du top 10 sauf Stephen Wonderboy Thompson et Michael Chiesa. Je crois que Ouais, c'est ça. bah ouais, ça doit être ça. Ouais. À vérifier, mais bon, Vérifions, il me semble. Mais oui, alors donc Déjà, ça nous donne une piste de réflexion, mais c'est vrai que là, on va Dans essayer l'immédiat, ouais. on va essayer de défricher des territoires Qui inconnus. la... Ouais, il y a du sound Ouais. effect, hein, je suis sûr. Exactement. Mais et donc du coup non, plutôt on va essayer de think out of the box, tu vois, plutôt que de penser sur le truc le plus évident, parce qu'il y a quand même deux match-ups qui sont évidents dans cette catégorie. D'un point de vue sportif, c'est évidemment le rematch contre Covington. Mhm. Et donc ce match-up qui est assez intriguant, mais peut-être qui fait un peu moins rêver, qui est contre Stephen Wonderboy Thompson. Mais maintenant, on peut penser à d'autres matchs. Je pense que tu avais un petit match en tête qui t'aurait fait plaisir, mon cher Et Guillaume. oui, donc là on sait, ce n'est pas possible. Ils se sont entraînés ensemble, ils partagent le même agent, donc Ali Abdelaziz, et ils sont potes, bien évidemment. On parle de Khabib Nurmagomedov contre Kamaru Usman, parce que c'est vrai que pour Polydomso et moi-même, sur le papier en tout cas, et dans l'immédiat, c'est vrai que c'est quelqu'un où on se dit, il pourrait vraiment le pousser dans ses retranchements, Kamaru. C'est un match-up qui est super intriguant parce que c'est. Et puis il y a aussi cette question de des Khabib en welterweight. extrêmement dominant. Oui, Khabib en welterweight, je pense pas qu'il serait désavantagé en welterweight. Mhm. Je pense que c'est un modèle qui est quand même déjà à la limite des lightweight. Ouais. On sait qu'il a eu de plus en plus de difficultés à faire le poids en lightweight et que ça lui est déjà arrivé à plusieurs reprises de rater sa pesée. On se rappelle que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas pu affronter Tony Ferguson, je sais plus si c'est la 3e ou la 4e fois. L'UFC 200. Troisième fois. Je crois, en mars, ouais, c'était en mars 2017. C'est le fameux Tiramisu Gate pour ceux qui s'en souviennent. Exactement. Mais même avant, contre, je crois, c'était Abel Trujillo, il avait raté sa pesée et c'était une des raisons. Il a eu de plus en plus de difficultés parce que les cuttings c'est de plus en plus dur à faire. Et ça, Au fil du temps. Au fil du temps. Et ça use beaucoup les combattants. Donc c'est vrai que la montée en welterweight, s'il était resté, je pense que c'est quelque chose qui se serait fait. Naturellement, il n'aurait pas pu, à mon avis, rester indéfiniment dans la catégorie des lightweight. Et en welterweight, comme c'est le taulier en lightweight, s'il montait, il y avait eu, tout porte à croire qu'il aurait rencontré Kamaru Usman pour le titre. Et ça aurait été excellent. Mais malheureusement, compliqué. Mais surtout, pourquoi est-ce que Khabib pourrait le mettre dans le dur? Pourquoi donc? Non, mais parce que justement, les forces de Khabib. Alors, il y a toujours une inconnue dans ce type de match-up. C'est est-ce que finalement, malgré toute la technique de Khabib, est-ce que la différence de poids, le fait que Kamaru est un gros un gros welterweight très bien installé dans la catégorie, est-ce qu'il n'y aurait pas un différentiel de puissance qui jouerait? Moi, je pense ensuite, mais c'est juste mon avis, que dans ce que fait Khabib et Kamaru Usman, qui n'ont pas la même technique, mais visent à peu près le même objectif quand ils combattent, à savoir mettre l'adversaire dos à la cage et exploiter cette position, je pense que Khabib a plus de sophistication dans son jeu, que ce soit dans toutes les stratégies qu'il développe, tous les enchaînements techniques qu'il développe pour amener au sol, et aussi, une fois qu'il est au sol, comment il conserve la position. Il est peut-être, là on est un peu sur du doigt mouillé, mais il est peut-être un peu moins puissant que Kamaru Usman. Ouais. Ce serait logique de le penser en tout cas, puisque Kamaru Usman est un gros welterweight et Khabib n'est qu'un lightweight jusqu'à preuve du contraire. Mais en revanche, en termes de grappling, ce qu'il a montré, il y a une finesse technique dans comment il conserve ses adversaires au sol et comment il change de position. Ne serait-ce que juste regarder la mise au sol qu'il fait contre Gaethje au 2e round, comment il prend son dos directement, comment il évolue dans la position, c'est extrêmement rapide. Et je pense qu'il y a un peu plus de sophistication. Donc ce que Khabib n'aurait pas en puissance pour une fois face à Usman, je pense le compenserait avec sa technicité et son cardio. Et maintenant, après, là c'est toujours le problème quand on fait des plans un peu comme ça sur la comète. C'est pour ça que le match-up serait intriguant. C'est est-ce qu'il aurait la capacité d'étouffer Usman comme il a étouffé ses adversaires? Est-ce qu'il ne serait pas limité justement par la puissance d'Usman?
Qu'est-ce que ça ferait d'affronter un gars qui a toutes les qualités d'Ousmane, notamment, je pense en striking par exemple à ces jabs qui font particulièrement mal, que Ousmane a développé récemment. Parce que Khabib n'a pas pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de leg kicks de sa part. Ah oui, c'est vrai, mais Khabib lui-même a un bon striking qui est peu orthodoxe, mais qui s'est amélioré de combat en combat. Donc c'est la raison pour laquelle ce match-up est intriguant, c'est parce que les deux sont des bosseurs. Enfin, parmi les combattants qui s'entraînent le plus, c'est phénoménal. Les plus disciplinés qui soient. Les deux sont exceptionnels, c'est des gagnants. Ils perdent pas en fait. Et ils ont affronté les meilleurs dans leurs catégories respectives. Maintenant, je te dis, je pense que et pour le coup, je pense que Khabib resterait dans ce qu'il fait. Ouais, voilà, mais je pense que Khabib a un avantage technique. Mais tu vois, c'est juste mon avis. C'est quand j'observe leur combat, tu vois, ça se trouve, je me plante complètement, mais c'est l'impression que j'en ai en fait quand je les observe. Et maintenant, oui, Ousmane a l'air un peu plus athlétique, un peu plus impressionnant physiquement et tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un match-up qui, à mon avis, en plus aurait du sens en cas de montée de Khabib. Si Khabib était resté, si Khabib devait monter. Donc c'est un match-up qu'on n'aura pas. Non, je pense pas. Clairement pas. Mais il fallait l'évoquer parce que c'est une rencontre, je pense, qui a dû germer dans l'esprit de beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Et c'est pas la première fois qu'un lightweight serait monté en welterweight pour défier le champion. On se souvient que BJ Penn avait fait ça pour battre Matt Hughes. Georges Saint-Pierre aussi. Enfin, il était monté aussi. Il avait perdu contre Georges Saint-Pierre, mais il avait battu Matt Hughes. Exactement. Donc voilà, et puis même, pour le coup, tu vois, moi, c'est un combat qui m'intéresserait en MMA, mais aussi full grappling, tu vois. Ah ouais, en revanche, ça, là, pour le coup, ça a peut-être plus de possibilités de se produire, parce que, bon, je sais pas si Khabib, ça l'intéresserait de faire des compétitions type ADCC, type quintet, type tout ce genre de compétition. Mais on a vu par exemple que tu vois, John Jones avait affronté Dan Anderson comme ça, en full grappling. Il y a eu Ryan Bader, Anthony Johnson il n'y a pas longtemps. Non, ça pourrait être vraiment intéressant. Et il y a aussi, je crois, Cerrone qui a battu Rafael Dos Anjos récemment. C'est ça, exactement. Donc ça, moi je donnerais ma piécette pour les voir tous les deux. Ce serait vraiment cool que ça se fasse. Donc à voir en tout cas. Et puis bien évidemment, il y a l'autre combat où là, Kamaru Usman en a parlé en conférence de presse. Il aimerait bien affronter Georges Saint-Pierre, mais Georges a répondu merci, mais non merci. Et là, c'est vrai que pour le coup, Georges Saint-Pierre, on sait qu'il s'entraîne toujours. Il y avait ces rumeurs pour un éventuel combat contre Khabib Nurmagomedov. Ça ne s'est jamais concrétisé. Bon. Mais là, il faut dire, il faut se mettre à la place de Georges Saint-Pierre. Je pense qu'il n'y a absolument rien à gagner là-dedans. Il l'a dit, mettre ma vie entre parenthèses pour 3 mois, avoir le stress, avoir tous ces entraînements pour affronter Kamaru Usman. C'est extrêmement, c'est extrêmement dangereux pour lui parce que Ousmane, c'est un monstre, quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de star power, donc il n'y a pas trop d'intérêt pour Georges Saint-Pierre financier pour aller l'affronter. Il n'y a pas l'intérêt médiatique comme. Il n'y a pas les aléas du direct. Allez-y, je vous en prie, mon cher Poilams. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, non, il n'y a pas l'intérêt médiatique comme il y en aurait eu pour combattre Conor McGregor ou Khabib, qui étaient quand même des match-up qui avaient été envisagés un temps par Georges Saint-Pierre. Exactement. Le combat contre Bisping, finalement, l'intérêt qu'il y avait pour Georges Saint-Pierre, c'est que c'était quand même le champion des middleweight qui était le plus prenable pour lui quand même après son étude. On va être honnête. On est complètement honnête. Et donc du coup là, les risques sont élevés et finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que le retour médiatique ou le retour pécunier, il n'est pas énorme pour Georges Saint-Pierre. Donc je comprends bien que c'est pas un match-up qu'ils poursuivent activement. Ça c'est clair. Terrible pour les femmes. Les femmes. Terrible pour les fans. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien voir ce combat-là. Et puis même, tu vois, je pense, on en parlait avant le podcast, je pense que même Prime Georges Saint-Pierre, c'est compliqué pour lui, un mec comme Kamaru Usman. C'est compliqué, mais après tout, là, c'est Georges Saint-Pierre. C'est un mec qui peut nous surprendre. Bon, après, bien sûr. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une évolution dans le sport quand même. Ouais. Et au niveau de la compétition, la catégorie welterweight est objectivement plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de Georges Saint-Pierre. Donc effectivement, mais bon, c'est pas pour enlever à ce qu'a accompli Georges Saint-Pierre. De toute façon, les gens savent que t'es un hater.
Ouais, bon, ça se voit sur ma gueule de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, on peut pas retirer l'accomplissement de quelqu'un. C'est relatif à sa période et à la compétition qu'il y avait à l'époque. Bien sûr. Ce qu'il accomplit, c'est énorme. Maintenant, moi, c'est un match, enfin, de manière abstraite, quand je l'imagine, je pense que ça pourrait être très intéressant. Justement, parce que Georges Saint-Pierre, il y a plein de qualités, il y a plein de trucs qui peuvent, à mon avis, surprendre Ousmane, même si Ousmane, là encore, aura des armes à faire valoir. Ouais. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est un match-up qui est très compliqué. On a vu que Georges Saint-Pierre, lorsqu'il ne peut pas installer sa lutte et son jab, c'est compliqué pour lui. On se souvient de son dernier match contre Johnny Hendricks. Oui, c'est notamment pour ça. Tu vois. C'était difficile. Mais après, Johnny Hendricks, il y avait des... Enfin, tu vois, par exemple, Johnny Hendricks contre Kamaru Ousmane. Ouais. Franchement, c'est intéressant parce qu'il est quand même encore plus explosif que Kamaru Ousmane. Ouais. C'est un gaucher, il me semble, Hendricks, de mémoire, assez chiant à gérer. Enfin, il y a eu une période comme ça où il était vraiment excellent, Hendricks, et on oublie parce que le déclin a été énorme. Brutal. Et c'est vrai que maintenant, ça fait un peu rire les gens. Enfin, on dit ça, on va nous prendre, vous dites de la merde, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que Hendricks était quand même assez impressionnant. De sa montée jusqu'au titre. Jusqu'à ce qu'il perde contre Georges Saint-Pierre. C'était quelque chose. Hein. Donc ouais, voilà. Maintenant, une fois qu'on a évacué. Et dans les mecs actuels, voilà. Une fois qu'on a évacué les petits match-up fantasy. John Jones aussi, j'aimerais bien voir. Après tout, Anthony Johnson a été welterweight pendant une période, donc qui sait, peut-être. Peut-être qu'il va redescendre. Alors dans les match-up actuels, bon, effectivement, moi je pense que le plus évident, c'est la revanche contre Covington. Pour moi, c'est ce qui fait le plus de sens, parce que Colby Covington, même s'il a bien perdu contre Ousmane, il gagnait 2 rounds quand même. Ils étaient à 2-2. Et il y avait un juge qui mettait 3-1 pour Covington et un juge qui mettait 3-1 pour Ousmane. Enfin bref, c'était très serré. Exactement. C'était extrêmement serré. Et en plus, c'est un match où franchement, bon, pour l'avoir revu plusieurs fois, il y a plein de trucs qui se passent dans ce match. Il y a des interruptions avec des high poke, des coups dans la coquille qui n'en sont pas. Exactement, vraiment, que subit Kamaru Ousmane. Qui prend une petite pause. Bon, après, ça, c'est la classique Mirko Cro Cop, qui avait fait ça dans plusieurs combats aussi. Mais bon, c'est des vieux tours de vétérans, ça, tu vois, de prendre des pauses comme ça. Ça, c'était le problème de l'arbitre. Il fallait qu'il le voie à ce moment-là. Donc, non, c'est un match qui est super intriguant. Et moi, je pense que Kamaru Ousmane, en plus, a progressé depuis. Donc, ça pourrait être moyen pour lui de vraiment... enterrer cet adversaire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute possible en fait, par rapport à sa rencontre avec Colby Covington, qui est à mon sens le meilleur welterweight à part Ousmane actuellement. Entièrement d'accord. Mais c'est vrai que Covington, pour moi, j'ai envie de voir cette revanche, mais j'ai du mal à m'imaginer, tu vois, Covington être plus impressionnant, parce que ça, et puis là c'est pas de sa faute, dans le sens où le seul combat qu'il a fait depuis, c'est contre le fantôme de Tyron Woodley, donc on n'a pas pu voir vraiment les ajustements, il a juste fait du Covington. Et puis mine de rien, Kamaru Ousmane, c'est vrai que depuis il a eu 2 sorties, le combat qu'il a très bien géré contre Jorge Masvidal, le combat contre Gilbert Burns là, tu sais, t'as plus de certitude, on va dire. Non, c'est clair. Et puis en plus, il part avec la confiance d'avoir gagné la première manche et de d'avoir terminé Covington dans le combat, même si c'était au 5e round, il le termine quand même nettement, donc il a un petit avantage psychologique. Et ça c'est un gros plus dans la rencontre, parce que je pense qu'il y a beaucoup dans ce match, je pense que les deux, même s'ils s'aiment pas, objectivement ils se respectent énormément au niveau de leur skill, et c'est pour ça que c'est un match qui est super étonnant, quoi. Ils n'utilisent pas leur lutte, ils sont en striking pendant tout le combat. Il y a beaucoup d'hésitation, enfin pas vraiment d'hésitation parce qu'il y a une grosse activité dès le début, mais tu sens qu'ils se connaissaient pas trop, ils savaient pas trop. C'était un match dangereux pour les deux, quoi. Et je pense que le fait d'avoir gagné le premier combat, ça donne un petit avantage psychologique indéniable à Kamaru Ousmane. Et puis pour le coup, je pense vraiment, moi, le mec qui arrivera à battre Kamaru Ousmane, c'est un gars qui a ce knockout power, donc qui peut vraiment l'éteindre en une seule frappe, qu'avait Gilbert Burns. Mais je pense que tu ne peux pas battre Kamaru Ousmane si t'es comme Covington, où en fait tu récupères les dividendes au fil des rounds. Je pense que c'est très très compliqué, parce qu'on l'a vu dans le premier combat, franchement. Après, je sais pas, parce que tu vois, c'est un exercice qui est un peu stérile de refaire le match, mais Covington qui se fait pas péter la mâchoire pendant le match, il se fait casser la mâchoire au 3e round et il gagne le 4e round quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant de sa part, et peut-être il y aurait eu
tu vois, qui est une issue différente au cas où il y aurait pas eu cette blessure. Bon, c'est complètement hypothétique. Hein, mais c'est quand même un fait important. C'est un fait important de combat. Bon, il s'est fait péter la mâchoire, c'est parce qu'il s'est fait frapper. Hein. Je suis pas en train de trouver des excuses à Covington, c'est pas ça. Il y a des gens qui comprennent pas. On dit des trucs, oui, c'est les low kicks, ouais, vous lui trouvez des excuses. Bah non. Oui. Banane. Quand tu prends des low kicks, c'est que tu t'es pas défendu, c'est que t'as mal combattu. Tu vois, c'est comme s'il disait, Wilder, il m'a mis KO, mais c'est parce qu'il m'a mis une droite. Mais bien joué, Einstein. Tu vois, j'ai envie de dire. Non, mais c'est parce qu'il y a des commentaires, ils sont comme ça, ils sont de ce niveau-là. Hein. Moi, c'est pas mon truc de tacler les mecs qui nous commentent. Je reçois les critiques avec plaisir, mais s'il vous plaît, faites un effort quand même. Faites un effort, parce que là, ça craint, tu vois. Bref, et donc, non, mais je rêve, quoi. Enfin, ouais, monsieur l'arbitre, c'est pas juste, il m'a tapé. Attends, n'importe quoi. Bref, pousse. Attends, Travis Brown, il avait fait ça contre je sais plus qui. Je sais plus, Travis Brown, il avait fait un. Je crois que c'était contre Verdum. Il avait fait un temps mort, quoi. Et l'arbitre, il avait pas compris. Il a dit ok, temps mort, tu vois. Vous me confirmerez, mais je crois que c'était contre Verdum. D'ailleurs, Travis Brown, j'ai regardé le finish il y a pas très longtemps du Heck là. La punchline légendaire de Derrick Lewis quand il termine Travis Brown et qui sort ensuite. Où est le une punchline qui fera plaisir à nos amis féministes. Exactement, où est le boule de Ronda Rousey juste après avoir mis KO le mari de Ronda Rousey, qui est quand même. C'est quand même assez fou. Ouais, mais parce qu'il y avait eu, je crois, des accusations de. Enfin non, mais c'est parce que Travis Brown était accusé d'avoir frappé son ex-femme. Ouais. Bref, parenthèse fermée sur Travis Brown et sur le temps mort. Ouais. Et oui, donc du coup, Covington, c'est un rematch qui est super intéressant. Je pense, moi, je suis pas d'accord forcément avec toi. Je pense qu'on peut gagner à la décision. C'est excessivement dur parce c'est un rock. C'est ça. C'est un rock, c'est un cap, que dis-je. C'est une péninsule, Kamaru Usman. Tu vois, il est vraiment imprenable. Enfin, quand je dis imprenable, personne n'est imprenable, mais il commence à être vraiment dur. C'est une sacrée forteresse. Ah oui, c'est une forteresse, quoi. Ouais. Ça, c'est clair. Non, parce que je pense que tu peux le sonner, mais tu vois, en fait, c'est surtout ça. Il récupère. T'as vu la récupération contre Gilbert, et il reprend son. Et même son contre, justement, contre Covington. Ouais, le combat contre Covington, plusieurs fois, il est touché, mais on ne le voit pas, en fait. Il se décourage pas, c'est surtout ça qui est impressionnant. Et puis pour le coup, c'est ce que Polydomso disait, je vous invite à faire exactement la même chose que lui. Quand on regarde le combat Usman contre Covington sans les commentaires en anglais, avec les gars qui s'enflamment chaque fois que Joe Rogan se fait toucher. Chaque fois que Joe Rogan se touche. Chaque fois que Kamaru Usman se fait toucher, en fait, on a l'impression qu'il encaisse ça, mais vraiment sans broncher. Tu vois. Et c'est ce qui est le plus impressionnant. C'est pour ça que tu vois, j'ai beaucoup de doutes. Alors que pour le coup, Covington, quand il prend les coups, même s'il est là mentalement, c'est-à-dire qu'il lâche jamais l'affaire Covington, tu sens que physiquement, ça commence à chanceler. Ouais, c'est clair. Il accuse. Mais bon, moi, donc tu vois, pour scorer le truc, c'est un petit peu compliqué, tu vois. C'est vrai, mais il a quelque chose qui est bien, Covington, c'est que je pense quand même le niveau en lutte lui garantit justement de ne pas céder la supériorité de lutte face à Usman, et ça permet en fait d'être sur un match en fait de kickboxing plus ou moins avec Usman. Et ça, c'est là où il peut en fait tirer son épingle du jeu. Et comme lui aussi, il est en pressure fighter. Moi, je te dis, les deux profils qui peuvent battre hypothétiquement Usman, c'est soit un mec qui arrive à maintenir la pression sur 5 rounds. Finalement, ce qu'avait tenté de faire Gilbert Burns, mais il n'avait pas la caisse, je pense, pour tenir 5 rounds à ce rythme-là, tu vois. Soit en fait pousser Usman contre la cage, qui est très difficile. Il faut avoir un cardio. Il faut être Covington, quoi, en gros. Hein. Il y a que lui qui a réussi à tenir le centre de l'octogone face à Usman sur 5 rounds, quoi. Ou avoir des déplacements évasifs et un jeu de jambes, un footwork qui te permet justement d'éviter l'enfermement, quoi. Et ça, dans la catégorie welterweight, j'en vois qu'un seul qui l'a, c'est Stéphane Wonderboy Thompson. Et oui, numéro 5 de la catégorie. Donc pour Polydomso, notre cher Wonderboy a toutes les armes pour faire tomber Kamaru Usman, mais la vraie question, c'est aura-t-il ce fameux title shot, parce qu'il a déjà eu sa chance à 2 reprises contre Tyrone Woodley, un match nul et une défaite. Ouais, et puis bon, il a perdu contre Anthony Pettis par KO juste après, donc ça c'était le petit truc en moins. Franchement, il n'avait pas besoin de cette défaite-là. Mais encore une fois, tu vois, c'est marrant, parce que c'est une question de match-up, mais le combat contre Pettis et contre les combats contre Tyrone Woodley, je crois qu'on en avait déjà parlé quand on parlait justement de la victoire d'Ousmane sur Burns. C'est parce que je pense que Wonderboy Thompson, il est un peu comme, enfin, ils n'ont pas le même style, mais un peu comme Eddie Alvarez, il est bien meilleur quand on lui met la pression que quand c'est lui qui doit la mettre. Exactement. Quand c'est lui qui doit la mettre, c'est une galère pour lui. Tu sens qu'il a des hésitations. Il y a plusieurs moments où il a, tu vois, Anthony Pettis contre la cage et il fait pas grand chose, quoi. C'est ça. Il se fait surprendre en fait à partir de cette position là.
Et c'est pareil contre Tyron Woodley. Tu vois, Tyron Woodley, c'est un mec qui de lui-même va se mettre dos à la cage. Et sur les 2 combats, d'ailleurs des combats qui sont assez pénibles à regarder pour ça, parce que lui n'a pas un jeu très sophistiqué en termes de pression et d'agressivité. Et de son côté, Woodley est patient mais à l'extrême, quoi. C'est assez fatigant à regarder, tu vois. Donc comme ça, si tu prends juste ces performances-là, là encore tu vas nourrir au nez, tu vas dire mais la sueur, faut arrêter de sniffer de la colle, quoi. Il a pas le niveau, tu vois. Mais en revanche, quand tu vois des gens qui essaient de lui mettre la pression à Wonderboy, mais il est 2 fois meilleur en fait, 2 fois meilleur parce qu'il a un très bon footwork. Il est très compliqué à gérer avec cette position, tu vois, de kickboxing karaté américain un peu chelou, avec des techniques qu'on voit pas souvent en fait, toutes ces attaques à partir de la jambe avant, en side kick, en hook kick, du coup en head kick. En fait, il développe à partir du même geste initial, c'est-à-dire il lève sa jambe tout simplement. Il peut attaquer sur 3 zones différentes, tu vois. Donc c'est assez compliqué en fait à gérer. Et il a un bon footwork qui permet souvent de désaxer et de pas se retrouver dos à la cage. Il y en a très peu qui ont réussi à le mettre dans cette position-là. Je pense par exemple à celui qui avait réussi à le faire, c'était Darren Till, mais il n'avait pas fait grand-chose non plus, Darren Till, quoi. Il avait réussi à le pousser contre dans cette position, mais il l'avait pas exploité justement parce qu'il hésitait quand même à rentrer, tu vois. Donc moi je pense que ça c'est très intéressant, et en plus de ça, Wonderboy Thompson, il a l'avantage de s'entraîner avec Chris Weidman, qui est son beau-frère ou je sais pas quoi. Je crois qu'ils sont liés ils sont liés familialement. Ils ont des liens familiaux. Des liens familiaux, merci. C'est une galère. Et donc du coup, non, mais parce que Wonderboy Thompson, quand il était arrivé à l'UFC au début, c'était un peu sa faiblesse, quoi. Et maintenant, il a un jeu d'anti-lutte qui est quand même assez efficace. Mais justement, quand tu as des bons déplacements, le plus dur est fait, j'ai envie de dire, en termes d'anti-lutte. Et ça, c'est intéressant parce que Ousmane, malgré toute sa force, malgré toute sa technique en lutte, c'est pas un mec qui va exploser avec des changements de niveau donc c'est à cause de ses genoux qui sont en ruine. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que c'est un match-up qui est très intriguant, tu vois, pour le coup. Mon cher Polydomso, l'ordinateur va s'éteindre, il n'y a plus de batterie. Oh la vache, le podcast de la mort, on l'enregistre dans des conditions. Dans des conditions. C'était parti, il n'y a plus de matos. Grâce à Sven, notre ingé son de folie, on enregistre par USB sur l'ordinateur. On filme à l'iPhone. Ça, quel plaisir. Exactement, on galère bien. Et puis un petit point très rapidement, même pas, juste pour mentionner peut-être Michael qui est ça. Mais là encore, le chemin est long vers le title shot pour Michael. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein, avec 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Merci beaucoup de votre fidélité, mon cher Polydomso. À très vite pour de nouvelles aventures.